Ladies and gentlemen, on behalf of the Partnership Group for Science and Engineering, it's my pleasure to welcome you to this Bacon and Eggheads event. I'm Mark LaFlamme, a long-standing member of the dedicated group of volunteers that make up the Bacon and Eggheads Committee. We work on behalf of the Partnership Group for Science and Engineering, which is a registered not-for-profit umbrella organization of 21 national science and engineering societies. This translated to more than 50,000 scientists and engineers represented by our organization. The Bacon and Eggheads series is meant to offer parliamentarians and decision makers the opportunity to hear firsthand about the excellent research being done in Canada. Le comité de sélection choisit avec beaucoup de soin ces conférenciers. Ils ou elles doivent être des chercheurs chevronnés et des innovateurs exceptionnels. Mais comme Papineau, ces conférenciers doivent être aussi d'excellents orateurs capables de faire le lien entre leurs recherches et les préoccupations d'actualité. Also very important is the opportunity that this series provides for our parliamentary and policymakers to ask candid questions about the implications of the research for Canadian society future policy development. All members of our audience will be able to submit their questions at any time during or after the talk using the Q&A panel within Zoom. Our speaker will be given an opportunity to respond to the submitted questions at the end of her talk, with first priority being given to questions coming from members of Parliament and senators who are joining us today. The Bacon and Eggheads series gratefully acknowledges the support we have received from the organizations which were shown in the slides during the waiting period. We are grateful to all of them, including NSERC, Canary, and McGill University. We also appreciate the support provided by our patrons, the Speaker of the House of Commons and the Speaker of the Senate. At this point, I will now turn the platform over to Professor Alejandro Adem, President of NSERC, who will introduce our speaker. Thank you very much. Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon, everyone. Le CRS Angers est partenaire des petits déjeuners avec des têtes à Papineau depuis de nombreuses années et je suis heureux de le représenter ici aujourd'hui. When I last addressed a Bacon and Eggheads audience last February, it was in person. I said that we as Canadians were living with change, challenges, and disruption, now as much as at any time in the past. It was a true statement, an important consideration for decision makers as they frame policies and priorities going forward. Years from now, it will still be an important framing consideration. But at the moment, we live with COVID-19. Given the unprecedented impact of the pandemic, however, the words change, challenges, and disruption seem very much to be understatements. Mis à part la COVID, la science et le génie sont clairement les principaux moteurs à long terme des grands bouleversements. Mais ils sont aussi la source des connaissances qu'il nous faut pour comprendre les changements qui surviennent, surmonter les défis que nous rencontrons et prendre des décisions fondées sur des données probantes dans l'intérêt des Canadiens et des citoyens du monde entier. Although COVID-19 is, of course, our immediate emergency, climate change is also an emergency. NSERC invests simultaneously and significantly in discovery research and market-driven innovation, linking the academic community with industry. Our budget is over $1.2 billion annually. Le fonds accordé par le CRS Angers appuie chaque année le travail de plus de 11 000 professeurs et de plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux, dont les tiers d'entre eux sont formés en milieu industriel. De plus, ces investissements ont favorisé l'établissement de 3 500 partenariats entre diverses entreprises canadiennes et le milieu postsecondaire. As well, we work with a variety of partners to tell Canadians about the power of science and engineering. These outreach efforts encourage students to consider science careers
and help the broader community understand the science and technology that defines our world and our challenges. L'un des exemples de ces partenariats est la collaboration avec les partenariats en faveur des sciences et de la technologie pour la tenue des petits déjeuners avec des têtes à Papineau. Cet après-midi, j'ai le grand plaisir de vous présenter Dr. Elena Bennett, titulaire de la chaire de recherche du Canada en sciences de la durabilité à l'Université de McGill. Dr. Bennett has received many awards, including an NSERC DC Fellowship, and she leads NSERC ResNet, a Canada-wide network of interdisciplinary scholars working to improve environmental decision-making. I note that she got her PhD at the University of Wisconsin in Madison, where in fact I was a faculty member for around 20 years. And I learned about the work of Aldo Leopold. One of my favorite books is the Sand County Almanac, one of the first works that became very popular, talking about preservation of the ecosystem. I expect her talk, looking at how we can build a better future after the pandemic, will frame well the changes, challenges, and disruption we will face, and how we should best respond. Please join me in welcoming Dr. Elena Bennett. Merci. Merci beaucoup, professeur Adem, de cette présentation si aimable. Je vais maintenant partager mon écran. Voilà. Et maintenant, vous devriez tous être capables de voir mes diapositives. Merci beaucoup de cette présentation et merci à tous ceux qui ont pu être ici aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir vous adresser la parole. J'aimerais commencer d'abord par l'Anthropocène. C'est une nouvelle ère géologique dans laquelle l'humanité a émergé comme une force globalement significative et potentiellement intelligente, capable de remodeler la face de la planète. Alors, ce que vous voyez ici, en commençant par l'époque la plus ancienne à droite, là, ce sont les époques pour arriver à l'époque la plus lointaine et on monte graduellement vers l'Holocène et qui est la dernière ère géologique. L'Anthropocène qu'on voit en haut, ce n'est pas une époque géologique officielle. Ça devrait être décidé par l'Union internationale des sciences géologiques. Mais c'est un terme utile pour reconnaître l'impact de l'homme sur la planète, l'ampleur de cet impact sur la planète. Qu'est-ce que ça signifie vivre dans l'Anthropocène? J'aimerais répondre à cette question d'abord en examinant ce que ça signifie de vivre à l'Holocène. Alors, ceci nous montre les conditions de vie sur la Terre au cours des 100 000 dernières années par le biais d'une approximation de la température mondiale. 100 000 ans, c'est environ la moitié de la durée de l'existence de l'homme moderne sur la planète. Et ce que vous voyez ici, c'est que si on commence complètement à gauche, au plus loin, la ligne bleue, qui représente la température, qui fluctue beaucoup, et cela cause des crises pour les gens. Par exemple, nous avons quitté l'Afrique il y a 80 000 ans, en pleine crise de temps climatique. Nous avons colonisé l'Australie lors d'une autre crise il y a 60 000 ans, etc. Tous ces moments sont motivés par des crises dans la température mondiale. Et puis ici, il y a 10 000 ans environ, nous entrons dans l'Holocène. Et toute l'idée, c'est que c'est une période de température remarquablement stable. Et 1000 ans après cette période, nous avons commencé à développer l'agriculture. Et de là vient littéralement tout ce qu'on sait de l'histoire de l'humanité, les Grecs, les Romains, les Lumières, et ainsi de suite. Et cette époque holocène relativement stable comme conditions climatiques était le seul état de la planète dont on sait avec certitude qu'il peut soutenir les sociétés humaines contemporaines. Et ça a duré 11 700 ans. Alors, c'est important de voir qu'est-ce qui se passe maintenant et pourquoi on commence à parler de l'Anthropocène. Et la raison, c'est que cette ligne bleue monte en flèche actuellement vers une situation différente qu'on n'a jamais vue auparavant. Et ça, c'est à la fois remarquable et inquiétant. Pourquoi est-ce inquiétant? Parce que nous ne savons pas vraiment quel en sera le résultat. Parce que
le système climatique, c'est un système à seuil. Ainsi, alors que nous supposons souvent que les systèmes fonctionnent comme l'image de gauche, de façon linéaire. Toute quantité donnée de changement des conditions extérieures entraîne la même quantité relative de changement dans l'écosystème. Un exemple de ma vie quotidienne, ce serait peut-être que si je plante 3 tomatiers dans mon jardin, je vais avoir 30 tomates. Si je plante 5 tomatiers, je vais avoir 50 tomates. Ça, c'est un système linéaire. Mais le climat fonctionne plutôt comme un système à droite. C'est un comportement qui se produit pendant un certain temps, mais tout à coup, on se trouve, on voit qu'il y a une pente plus forte ou un tout petit changement dans les conditions externes mène à un changement énorme dans notre écosystème. Et ça nous mène à une situation où on a de la difficulté à contrôler le système et on ne comprend pas nécessairement quels sont les résultats. Et en fait, le climat n'est qu'un des 9 systèmes qui, selon John Rockstrom et Will Steffen et leurs collègues, ont ce genre de seuils globaux mondiaux qui menacent la stabilité de la planète. Ces 2 auteurs ont récemment identifié et quantifié l'emplacement de 9 seuils planétaires qui sont indiqués dans ce graphique circulaire, les places rouges. Et ils ont quantifié aussi l'état de la planète par rapport à ces seuils. C'est la longueur des pétales. Et vous allez voir qu'on a passé la frontière pour ce qui est de la diversité génétique, les flux biogéochimiques, et on approche du seuil pour le changement climatique et l'utilisation des sols. Et ce qu'on sait, c'est que si on traverse ces seuils, on prévoit des réactions à seuil dans un système planétaire qui vont avoir un impact sur la vie humaine. Et des preuves récentes indiquent également que certains de ces 9 seuils planétaires peuvent interagir les uns avec les autres, de sorte que franchir l'un peut faire franchir plusieurs autres également. Une des choses dont je veux parler là, quand je parle de seuil et de frontières et de l'avenir de la planète, c'est que les gens commencent à avoir des images dans leur tête qui ressemblent à celles-ci. Ça amène la peur en chacun de nous. Ça met la peur de dystopie et de destruction dans nos têtes. Et il y a de bonnes raisons. Oui, on devrait être inquiet. Le rythme de changement que nous voyons est vraiment sans précédent et l'avenir est très certainement incertain. Nous vivons dans un moment de changement et nous devons prendre des actions décisives. Mais il est aussi vrai que le fait d'avoir une vision comme ceci de notre avenir dans la tête, surtout si on n'a que cela dans la tête, c'est vraiment problématique. Nous savons que nous avons tendance à y créer ce qu'on pense, même si on sait que ce n'est pas la direction dans laquelle on veut aller. Alors, si on a des visions négatives de l'avenir, ça devient de plus en plus probable qu'on va se rendre dans ce genre de choses, malgré nos meilleures intentions. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ma croyance que nous pouvons avoir un meilleur avenir, un bon avenir, ou comme cet art suggère, un anthropocène fabuleux. Et ici, je veux vous indiquer que même si on pense qu'une anthropocène est vraiment une époque et non pas une ère. C'est une erreur dans cette œuvre d'art, mais beaucoup d'entre nous ont dans la tête des idées disant que les gens sont mauvais en général. Les gens, ça, c'est des personnes, les humains sont mauvais et la clé d'un avenir meilleur, c'est de restreindre, de limiter les personnes humaines pour s'assurer que nous faisons ce qu'il faut. Je trouve que ce discours n'est pas toujours vrai et qu'il n'est pas non plus très utile. Je pense que la réalisation du monde dans lequel on veut vivre, ce fabuleux anthropocène, cette grande époque anthropocène, exige que nous trouvions un nouveau discours sur notre rôle sur la planète en tant qu'intendant, un rôle dans lequel les gens peuvent être et sont, comme le professeur Adel a dit, une force pour le bien. Alors, parlons un petit peu de comment est-ce qu'on peut créer cette évolution vers un meilleur avenir. J'ai 2 messages principaux dans ma conférence d'aujourd'hui. Le premier étant qu'un meilleur monde, un meilleur anthropocène est possible. C'est possible pour nous d'y arriver. Et le deuxièmement, c'est qu'il y a 3 choses que nous devons faire pour construire un avenir meilleur. D'abord, nous avons besoin de meilleures visions de ce que pourrait être un bon anthropocène. Et la vision de tout le monde va toujours être un petit peu différente pour chaque personne, et c'est bien ainsi. Mais nous devons aussi reconnaître, amplifier et multiplier les petits efforts que les gens font tout autour de nous pour rendre le monde meilleur.
on doit souligner ces choses. Et je dirais que les gens font déjà toutes sortes de choses pour améliorer leur vie, celle de leurs voisins, y compris la vie d'autres espèces qui vivent avec nous sur la Terre. Et ce sont là de bonnes leçons dont nous pouvons tirer parti. Et finalement, nous devons prendre des mesures intégrées pour mesurer nos progrès et ce meilleur avenir que nous entrevoyons pour nous et pour la planète, pour notre futur anthropocène. Et comment est-ce qu'on peut mieux gouverner le bateau pour aller vers le port où nous désirons arriver? La première chose que nous devons faire, à mon avis, c'est de développer de meilleures visions. Pourquoi des histoires, des récits, des visions d'un avenir positif? Pourquoi changer le récit? Eh bien, les histoires et les récits sont très puissants. Ils expliquent notre réalité, mais ils la créent aussi sous nos yeux. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de travail scientifique qui explore les problèmes que les personnes humaines créent. C'est pas que c'est pas important, oui, c'est pas qu'il n'y a pas de nouvelles choses à apprendre en étudiant les problèmes de plus près, mais je pense que nous devons consacrer beaucoup plus de temps et d'attention aux solutions et aux histoires et récits par rapport à ces solutions. Les scientifiques ont une forme particulière de narration appelée construction de scénarios. Les scénarios sont des histoires sur l'avenir il y a plusieurs scénarios d'habitude parce que c'est bon de les comparer. Et ces histoires ont une espèce d'intrigue et un récit logique qui régit la manière dont les événements vont se dérouler. Ça peut être des récits qualitatifs ou quantitatifs, et ça peut être les deux. On peut avoir un récit qualitatif et y ajouter des données quantitatives. Ça a été d'abord développé par les militaires, puis utilisé aussi dans le commerce et l'industrie, et enfin, au cours de quelques décennies, ça a été utilisé par des évaluations mondiales qui en ont fait un bon usage de ce genre de technique de développement de scénarios. Mais jusqu'à présent, bon nombre des efforts de la communauté scientifique mondiale pour imaginer des futurs mondiaux positifs ont débouché sur des visions qui sont des fantasmes utopiques mal articulés, ou des scénarios qui surestiment le pouvoir des stratégies conventionnelles pour créer un tel changement. Un véritable changement, le changement plus radical dont nous avons besoin. Par exemple, il y avait un temps, j'ai fait des scénarios pour l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Hein. On voulait montrer la différence entre un monde dans lequel les gens travaillent ensemble pour résoudre les problèmes environnementaux et un monde dans lequel les ne collaborent pas. Les riches construisent des murs pour empêcher les pauvres d'entrer. Bon, c'est une belle analyse, c'est bien, mais ce n'est pas tellement perspicace. Ça met tous nos espoirs de l'avenir sur une seule modification. Il faut travailler ensemble, les riches et les pauvres, pour amener un changement planétaire. Oui, c'est bien, mais on s'aperçoit que presque tous les scénarios que la communauté globale se concentrent sur une seule modification. Le travail en commun, comment les gens travaillent ensemble, le rôle de la technologie, qu'est-ce qui arrive du côté de la population. C'est pas que chaque chose n'est pas importante, mais elles ont déjà été beaucoup explorées. Et parce que ça suit toujours les mêmes idées par rapport à la façon dont le futur va se dérouler, ces scénarios manquent les détails riches, les surprises, la richesse de détails, les transformations qui caractérisent le déroulement de l'histoire réelle. Et ça manque un peu les changements vraiment radicaux qui se produisent quelquefois. Par exemple, quand je pense à développer des scénarios pour l'avenir, je pense que le monde va être probablement radicalement différent du monde actuel. C'est difficile de penser à un monde radicalement différent, qui aurait des valeurs, des cultures et même les relations entre les gens, les sexes et les relations de pouvoir et de genre vont changer. J'utilise un exemple, c'est un peu comme étant au Moyen Âge et essayer d'imaginer le monde d'aujourd'hui, l'expliquer, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va disparaître. Pouvez-vous imaginer que c'est comme rester dans un monde aujourd'hui et essayer d'imaginer quelque chose de radicalement différent comme avenir? Et ça, bien sûr, ça semble séduisant, mais c'est aussi incroyablement difficile. Alors, ce sur quoi nous avons travaillé et ce que je propose que nous pourrions faire, c'est qu'on pourrait commencer par des choses que les gens font déjà. Par exemple, quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit qu'à mesure que les gens sont conscients de menaces à la société et à la nature, plusieurs personnes, de plus en plus, s'engagent dans des stratégies pour créer un monde plus juste,
plus prospère et plus écologiquement diversifié. Autrement dit, les gens commencent à essayer de créer ce qu'on appelle un bon anthropocène. Et on a cette émergence de nouvelles façons de penser, des projets innovants, différentes façons de connecter les gens. Ces idées sont déjà autour de nous aujourd'hui. Et on appelle ça des semences de bons anthropocènes, des graines de bons anthropocènes. Parce que ce sont des petites graines qui ne sont pas trop répandues. Ça peut être social, technologique ou économique. Ça peut être des organisations ou des nouvelles façons d'agir qui semblent contribuer à la création d'un avenir plus juste, plus prospère et plus durable. Et on appelle ces projets-là des graines, parce que c'est comme des petites graines qui pourraient se transformer en un avenir meilleur pour nous et pour la planète. Ça pourrait nous aider à nous orienter, alors que dans le cas contraire, on pourrait avoir tendance à trop analyser, à trop réfléchir aux raisons, sur les choses qui ne marchent pas. On se concentre plus sur ce qui fonctionne. Je vais vous en donner deux un petit peu pour vous donner une meilleure idée de ce que je veux dire quand je parle d'une graine de bon anthropocène. Voici un exemple qui vient de loin. C'est le projet Health and Harmony. Ça travaille c'est en Bornéo pour répondre à la déforestation en entrant en partenariat avec les communautés locales pour fournir des soins de santé à faible coût en échange d'un engagement à réduire la déforestation. Et ce qu'ils ont vu depuis 2007, lorsqu'ils ont commencé à travailler, c'est qu'il y a une réduction de 88 dans l'exploitation forestière illégale. Ils ont vu une stabilisation et même, ça repousse maintenant une reforestation avec environ 2520 000 hectares qui reviennent, l'habitat pour environ 2500 orang-outans de Bornéo, qui est une espèce menacée, a pu être protégé. Et l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour ces communautés a joué un rôle crucial dans la réduction étonnante de 90 du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Et ils ont fait ça essentiellement en reconnectant la forêt avec la santé humaine. Et ils ont compris cette connexion en écoutant les gens avec empathie. Parce qu'ils ont passé un an à essayer de comprendre c'était quoi le problème. Et la chercheure a commencé à réaliser que les gens ne coupaient pas des arbres pour faire désespérément de l'argent pour acheter des médicaments, mais ils le faisaient parce qu'ils cherchaient désespérément de l'argent pour acheter des médicaments ou d'autres soins de santé pour leurs enfants. C'est ça qu'on a constaté. Et bien sûr, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut avoir ici même au Canada. Un qui est très proche de moi et que j'aime beaucoup, c'est le Centropole roulant. Le Centropole roulant, qui est situé juste en bas de ma rue. Comme pour l'exemple de Harmony and Health, c'est des cycles. Dans ce cas-ci, le mot roulant, qui veut dire, bien sûr, qui vient du mot rouler, qui nous donne l'idée d'un cycle. Alors, le Centropole roulant, c'est une organisation qui connecte les gens, qui relie les gens aux jardins sur les toits, aux pollinisateurs urbains, à la nourriture et bien sûr les uns aux autres. Elle a 3 branches, un programme de repas à domicile, un programme de ferme et de jardin en milieu urbain et 5 collectifs qui s'intéressent à divers aspects de la durabilité à Montréal. Et ce programme existe déjà depuis un certain temps, mais si nous regardons autour de nous maintenant, là, comme je le fais quand j'ai regardé pendant la pandémie COVID-19, j'ai vu de nombreux Canadiens qui essaient de nouvelles choses pour construire un meilleur avenir pour eux-mêmes et leurs voisins. En utilisant les graines, ces graines ont un processus international participatif pour identifier plus de 500 graines de bons anthropocènes partout dans le monde. Et on les étudie. On les étudie pour essayer de comprendre pourquoi ils sont là. Nous avons constitué une base de données d'informations sur ces semences, sur ces graines, pour comprendre tout ce qu'il faut savoir pour voir comment les semences s'établissent, poussent, se répandent ou inspirent des changements ailleurs. Et nous utilisons ces semences pour mettre au point une nouvelle méthode permettant d'élaborer des scénarios vraiment inédits pour des avenirs meilleurs. D'abord, je vais parler un petit peu de ce que nous apprenons à propos de ces semences. La première chose sur laquelle on se concentre ici, c'est comment est-ce qu'elles permettent de créer des changements plus vastes? Comment est-ce qu'on crée un potentiel de transformation, même si c'est petit, ces graines? On voit qu'elles peuvent être mises à l'échelle de différentes façons. Quelques-unes vont sauter d'une communauté à l'autre, ou une communauté différente va essayer quelque chose d'autre qui va marcher ailleurs. Il y en a qui vont être répandu et propagé en changeant les valeurs, en reconnectant les gens les uns avec les autres. Et après avoir étudié tout ça, on a pu développer une théorie sur la façon dont le changement se produit. Ça commence ici avec ces expériences, ces expérimentations isolées, et à mesure que les choses se produisent, ça alimente l'articulation de nouvelles histoires, de
nouveaux récits, de nouveaux discours, de nouvelles valeurs, ce qui encourage de nouvelles expériences, d'autres semences. Et après cela, le narratif, le discours change et ça nous amène à une période de transition où, si on a une fenêtre d'opportunité, à ce moment-là, on peut créer un nouveau régime où ces semences vont devenir énormes et vont devenir la norme. En plus d'étudier comment les semences peuvent être utilisées pour aider à la transformation, on utilise ça aussi dans un processus de transformation qui mélange toutes ces choses, ces cycles que vous voyez où on imagine tous les impacts positifs de différentes semences. On utilise ça pour essayer d'imaginer des avenirs positifs. On commence ici au centre avec une semence et on imagine les impacts de premier ordre de cette semence et les impacts de deuxième ordre et jusqu'à ce qu'on ait une façon de visionner ce qu'est une meilleure orientation pour l'avenir. Puis, une fois qu'on a une vision de ce meilleur avenir, on utilise ce cadre des 3 horizons pour essayer d'imaginer une voie par laquelle nous pourrions arriver à cet avenir. Ces chemins ont 3 parties différentes. D'abord, il y a le premier horizon, c'est des choses qui sont courantes qu'on doit abandonner pour arriver à un nouvel avenir. Des choses comme qu'on ne veut plus avoir, là, qui font obstacle au meilleur avenir. Nous avons le troisième horizon ici. Ça, ce sont les poches d'avenir qui existent déjà comme un futur potentiel. C'est ces poches qu'on veut faire grandir vers un futur qui sera dominé par ces semences. Et au milieu, nous avons l'horizon numéro 2 qui décrit un petit peu l'espace de turbulences qui se produisent au milieu. Et ce qu'on a constaté en étudiant ces semences, c'est que ça nous aide à comprendre la connexion entre certaines parties de notre vie qui peuvent encourager un meilleur avenir, y compris des aspects de notre vie qui peuvent changer le monde et donc qui n'ont pas été mises sous forme de scénario global. Des choses qu'on voit dans nos scénarios, par exemple, sont des choses comme le changement dans les relations entre les sexes, changement dans la façon d'aborder le travail et ou notre conception de la propriété par rapport à une économie partagée, du partage. Des éléments qui ne nous parlent peut-être pas immédiatement de l'avenir de l'environnement, mais qui peuvent être des moteurs de changement très importants. La méthode des scénarios de semences aide à ouvrir de nouvelles voies en nous montrant ce qui se cache sous les défis de l'Anthropocène auxquels nous sommes confrontés. Ici, bon, je vais un peu arrêter de parler de notre vision, mais je veux parler un peu de la vision. Nous avons besoin d'une vision et on veut amplifier ces visions. Nous avons besoin d'une vision inspirante. Si on veut construire un avion, on ne commence pas par ramasser du bois, couper des planches, répartir le travail et les tâches, mais on commence par réveiller chez les gens leur désir d'aller au large dans l'océan grand ouvert. Et je vais maintenant parler de certaines réflexions sur la façon dont on pourrait mesurer ou évaluer nos progrès vers cette vision. Tout le monde a une vision de ce qui est bon, mais peut-être légèrement différent. On peut se dire, on abandonne et on oublie tout ça. On pourrait lever les mains et dire, bon, faites mieux, allez-y, on est dans le gâchis. Mais on a besoin de moyens de réfléchir, d'évaluer, de savoir si nous sommes vraiment sur la voie d'un meilleur anthropocène. Il faut des mesures intégrées. C'est ce que je fais valoir. Étonnamment, bien que nous ayons de bonnes mesures pour un indicateur ou un autre, pour un aspect de la durabilité ou un autre, on n'a pas encore de méthode complète, généralisée et intégrée pour mesurer nos progrès vers un monde meilleur. Maintenant, je vais porter mes attentions un petit peu plus vers le Canada pour la dernière partie de notre conférence. Comme vous le savez, nous vivons dans un pays incroyablement riche et diversifié. C'est diversifié dans ses écosystèmes, c'est diversifié pour ce qui est de ses habitants, ses cultures, ses valeurs, et c'est incroyablement riche en ressources naturelles. À cause de ça, c'est aussi un pays où l'économie est fortement enracinée dans l'extraction des ressources. Ici, vous voyez que l'économie est ancrée dans l'extraction des ressources. Vous voyez d'où nos exportations nettes ici, qui composent une partie substantielle de nos exportations. Des choses comme l'énergie, les métaux, les mines, le bois, les produits du bois, l'agriculture et les poissons, les fruits de mer. C'est une part importante de nos exportations nationales et de ce à quoi on pense quand on pense au Canada.
Mais heureusement, le Canada est maintenant sur une voie qui a reconnu l'importance de l'environnement et de la durabilité. Nous le constatons dans des plans comme celui-ci, réaliser un avenir durable. Nous voyons, ça veut viser vers une nouvelle économie verte qui va se déployer au niveau fédéral ainsi que dans les provinces, les territoires, même dans les villes et les villages. Et ce genre de choses, c'est un plan pour un avenir durable qui sont très importants comme avancée. Ça constitue une partie de la vision qui va être la première étape. Mais on ne sait pas vraiment encore comment évaluer le progrès pour voir si est-ce qu'on progresse, en fait. Parce que ces systèmes, par exemple, ces projets qui portent sur les lacs ou nos alimentation ou notre lien avec la nature, les animaux sauvages, le climat. On ne sait pas si tous ces parties du plan sont liées comme des chapitres différents. Est-ce qu'on pourrait les intégrer? Et ça exige en fait un nouveau type de science, des connaissances qu'on n'a pas encore. Une science dans laquelle les scientifiques travailleraient en partenariat avec des institutions qui prennent des décisions concernant la gestion des écosystèmes en apprenant des recherches qui s'intègrent à travers les services, les secteurs, les échelles. Alors, si on creuse un petit peu pour savoir pourquoi on a besoin d'une mesure intégrée, disons qu'on essaie d'évaluer l'état de ce paysage. On pourrait mesurer la quantité d'aliments, de canola ou d'huile qui est produite. Bon, ce serait une mesure de la productivité ou de la valeur, de l'importance de ce territoire agricole. Mais ça pourrait être trompeur si on ne compte pas, si on ne tient pas compte des changements dans les pratiques agricoles. Par exemple, les nouvelles technologies, l'augmentation des engrais qui pourraient accroître la production, mais ça pourrait accroître la production d'une manière non durable, qui éroderait les sols de haute qualité dont dépend l'agriculture. Alors, il faut mesurer les pertes de qualité de sol, les problèmes de qualité de l'eau qui peuvent être associés à différentes pratiques agricoles. C'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de mesures intégrées, parce que les choses qu'on peut recevoir de ces paysages interagissent. Une autre raison, c'est que les endroits aussi interagissent. Alors, on parle de progrès, par exemple, pour un progrès globaliste ou un progrès national, un progrès mondial, oui, mais ça, c'est composé de ce qui se passe dans différentes régions. Et à mesure que l'état du système s'en va dans cette direction, on prend des décisions qui font déplacer cette région dans une direction différente en même temps. Et non seulement ça, mais ces régions interagissent les unes avec les autres par le commerce, par le mouvement des personnes et par d'autres raisons. Et ça fait en sorte que ça devient un système très complexe où le contrôle est très difficile, probablement non, même pas possible. Alors, il faut apprendre comment naviguer dans tout cela à mesure que tout ça se déploie, se développe. Et ça aussi, ça appelle, ça nous demande d'avoir des mesures plus intégrées. Si on n'a pas des mesures intégrées, ce qui arrive, on prend une décision secteur par secteur, région par région, même si on sait qu'il y a des interactions entre les secteurs d'un endroit à l'autre et entre les ressources et avec le temps. Par exemple, si on regarde une forêt comme ceci, on sait qu'il y a des arbres, ça stocke le carbone, ça a de la biodiversité, c'est merveilleux, on pourrait aller vouloir se promener là, mais ce qu'on mesure à partir de ce paysage, surtout d'habitude, c'est ceci. Peut-être parce que l'économie est fondée sur les ressources et la plupart des paysages canadiens sont vus de cette façon. La plupart des paysages où il y a du travail dans le monde, on focalise surtout sur la production, une production efficace et abondante pour donner des bienfaits individuels comme du bois d'œuvre et de l'alimentation. On ignorant l'impact des autres bénéfices que peuvent avoir ces endroits. Et ceci nous mène dans une situation où on prend des décisions très critiques par rapport à l'avenir du Canada et l'avenir des ressources canadiennes de manière isolée et fragmentaire, avec une image limitée des risques écologiques, économiques et sociaux associés à ces décisions. Alors, les scientifiques ont trouvé une mesure intégrée possible, ce qu'on appelle les services écosystémiques, ou quelquefois on appelle ça les contributions à, ça- on appelle ça les contributions des paysages à la vie humaine. Une fois qu'on voit ce paysage, on peut mesurer l'alimentation, le sol, mais on peut aussi mesurer le bois ou le sirop d'érable qu'on peut extraire dans ces arbres, ou on peut regarder la régulation des ravageurs, la régulation de la qualité de l'eau et la régulation du climat qui se produit par le stockage dans ces sols du carbone. On peut penser à la chasse aux cerfs, on peut penser à l'appréciation de la nature par les humains. Alors,
Cette approche basée sur les services systémiques nous appelle à considérer toutes les choses qui sont importantes dans ce paysage pour nous, pour les humains. Et on mesure ça en regardant des diagrammes en fleurs avec des pétales. La longueur du pétale nous indique la quantité d'un service particulier qu'on reçoit. Et en faisant cela, à plusieurs différents endroits, on peut chercher un paysage comme ceci. On voit que ça nous donne beaucoup de forêts, de loisirs en forêt et de stockage de carbone, mais pas tellement d'agriculture. Alors qu'un autre paysage nous donne beaucoup de production agricole, avec beaucoup de rétention des phosphates dans le sol, beaucoup de matière organique dans le sol, mais pas tellement de loisirs en forêt. Alors, si on voit celui du bas, ça nous donne d'autres choses différentes. Et si on savait que certaines actions peuvent allonger certains pétales sans nécessairement raccourcir d'autres, si on pouvait découvrir les moyens d'allonger 2 pétales à la fois. Alors, mon nouveau projet, mon nouveau réseau dans l'ensemble du Canada qu'on appelle NSERC, Resonac, comme on l'a dit, on essaie de mesurer ces services écosystémiques dans une série de différents paysages dans l'ensemble du Québec, les paysages de travail où on essaie de comprendre comment ces services écosystémiques interagissent et comment ils changent avec le temps. Et on met tout ça ensemble dans l'ensemble de ces paysages en comparant ce qui se passe dans ces paysages. On ne fait que commencer. On arrive à la fin de notre première année, une année qui a été marquée surtout par des problèmes reliés à la COVID, notre incapacité d'aller faire du travail sur le terrain, mais quand même, on est vraiment enthousiasmé par le potentiel de ce projet SONC CRSNG. On essaie particulièrement d'en arriver à un réseau d'observatoires pour le Canada des services écosystémiques. En d'autres termes, on veut baser ce réseau d'observatoires des services écosystémiques pour avoir cette mesure intégrée qu'on pourra utiliser pour évaluer nos progrès vers un meilleur avenir dans l'ensemble du pays. Maintenant, j'aimerais revenir maintenant au message principal avant de terminer. D'abord, j'aimerais faire un petit rappel pour dire qu'un meilleur monde est possible et on peut le faire advenir. Il y a 3 choses qu'on doit faire pour construire ce meilleur avenir. On a parlé de développer de meilleures visions, on sait ce qu'on cherche. On a parlé d'apprendre comment reconnaître, amplifier et multiplier les petits efforts vers une transformation vers un meilleur avenir. On a parlé de lier une façon de mesurer les progrès vers un meilleur anthropocène. Alors, je pense que aucune conférence ne serait complète sans mentionner la pandémie. Et c'est quelque chose qui a frappé très dur. C'est un coup dur qui provoque une grande détresse chez de nombreuses personnes et dans de nombreux endroits de notre pays. Mais je pense que ce qu'on commence à voir, particulièrement maintenant, maintenant qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel après une longue retraite, on voit que c'est aussi une occasion de reconstruire et qu'il existe de nombreuses façons d'aller de l'avant. Nous pouvons mieux reconstruire d'une meilleure façon, mais nous avons besoin de vision de ce qui pourrait être mieux. Ça devrait s'appuyer. Quelles sont les choses qu'on veut reconstruire? Quelles sont les choses qu'on ne voudrait pas reconstruire? Pour ça, on a besoin d'une vision positive, d'un Canada prospère. Et j'aimerais vous encourager, en terminant, à penser à ce qu'est votre vision d'un Canada prospère et épanoui. Pensez-vous à l'agriculture, aux villes, aux villages, aux petites villes, aux systèmes marins, aux produits, aux logements, aux parcs, aux régions urbaines. Je vais m'arrêter là, mais c'est sur cet encouragement, cette stimulation, j'espère que vous passerez du temps à penser un peu à ce qu'est votre vision d'un meilleur Canada et comment on peut le faire advenir. Et voilà, je pense que maintenant, nous avons du temps pour des questions. Thank you, Jérôme. I'd like to invite the Honorable Carol Hughes, Assistant Deputy Speaker and Deputy Chair of the Committee of the Whole, to offer our thanks to Dr. Bennett. Mute, start my video. Ça fonctionne, merci. Alors, merci beaucoup pour la belle présentation. C'était assez intéressant.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, qu'il y en a qui n'ont pas pu être répondues. Alors, c'est espéré qu'ils peuvent vous les envoyer pour que vous puissiez les informer mieux et puis répondre à ces questions qui étaient très intéressantes et très importantes. So first of all, I also I didn't want to throw a question in there. I could see there were so many of them, but I just want to say that, you know, your topic today kind of aligns with, well, really aligns as well with the Health Research Caucus, who had a Zoom meeting this week as well. And it was a reception to inform parliamentarians about environmental health and climate change in Canada and how they're intricately linked. And you did a fabulous job in adding that piece to it as well. I couldn't go to all of the Zoom rooms that they had, but obviously I can think of Dr. Villeneuve, who talked about respiratory health benefits of urban greenness and how that actually impacts on people's well-being, where people have been sleeping more, their mental health has improved quite a bit, and the work that's being done right now in Ottawa, especially when they're looking at moving one of the hospitals and how they're looking at regreening a lot of those areas. So it's quite interesting and really appreciate your feedback. So I want to thank you again for your presentation. I want to thank PAXI for all that they do, all of the sponsors that are intertwined into PAXI for putting on these really important talks, because we learn so much. And hopefully some of those will help define the policy changes that are required, or the direction and planning that is being done right now, especially as you've indicated, we're looking at COVID, and everything is really intricately linked. So and amazingly, they're talking about vaccines in the House today as well. So I just want to again thank everybody for your participation, and I'll end there. So merci beaucoup. So thank you all for coming. Please let your colleagues, please tell your colleagues if you found this to be an interesting and informative. We'd also like to thank you to take a moment to fill out our survey that will appear in your browser at the end of the Zoom session. Our next sessions will be held on February 18th, 2021. We are excited to be hosting Professor Volker Gertz, who is the Director and CEO of the Vaccine and Infectious Disease Organization International Vaccine Center, located at the University of Saskatchewan. Dr. Gertz will be providing us with an update on the COVID-19 vaccine research that is underway presently in Canada. Please be sure to join us for this event. You can keep up to date with our events by following us on Twitter. Our Twitter handle is @OttawaEggheads, or in LinkedIn, where we are the partnership group for the science and engineering. Thanks to everyone for joining us.